Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce replay du live mensuel du 1er juin 2026 avec Christophe Mathis. Je vous accueille aujourd'hui pour parler de collection Militaria. On va faire une petite introduction. Je voulais simplement mettre en avant le fait que suite à un petit souci technique pendant l'enregistrement a démarré un tout petit peu après le début de la présentation de Christophe. Donc on rate, on va dire, les 30 premières secondes de son discours. Et voilà, donc je voulais juste reprendre l'ensemble, vous donner un petit peu le contexte qui est ce petit souci technique et vous présenter l'ensemble de ce qui a été fait pendant ce live. Donc, je souhaite tous et toutes vous accueillir pour ce live et replay de Préservation 360. Pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je suis Sarah Hidalgo-Hardy et je suis fondatrice de Préservation 360, qui est tout simplement une plateforme dédiée aux professionnels du patrimoine souhaitant partager leur expérience, découvrir de nouvelles approches, mais aussi apprendre de leurs pairs à travers des retours d'expérience qui sont concrets et aussi des discussions ouvertes sur la plateforme comme pendant les lives mensuels comme aujourd'hui. Donc, chaque mois, on organise des lives qui sont en collaboration avec des spécialistes issus de différents domaines du patrimoine et on explore des problématiques de terrain, des méthodes de travail, mais aussi des défis professionnels et des sujets qui sont souvent peu abordés dans les formations traditionnelles. C'est mon but d'avoir de la diversité et puis vraiment de venir compléter les formations qui sont déjà présentes en francophonie, en tout cas, et d'apporter un petit peu plus grâce à ces petits rendez-vous d'une heure tous les premiers lundis du mois à midi. Donc, pour ceux qui ont déjà vu la chaîne YouTube de Préservation 360, vous saurez qu'on a un fort attrait et une forte récurrence du sujet santé-sécurité qui me tient particulièrement à cœur par intérêt personnel, mais aussi un peu par spécialisation. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Mathis, qui est régisseur d'œuvres d'art indépendant. Il est consultant aussi spécialisé dans le patrimoine scientifique, technique, militaire et mémorial. Donc Christophe est basé à Lille et il accompagne depuis plusieurs années des institutions publiques et privées sur des chantiers des collections, des diagnostics, des projets d'aménagement de réserve, mais aussi des problématiques spécifiques qui sont liées aux collections militaires. Donc, son expertise porte notamment sur les armes, les uniformes, les équipements militaires et les enjeux de conservation qui sont associés à ces collections, souvent complexes et fascinantes, mais surtout souvent complexes et dangereuses. Donc, sa présentation aujourd'hui s'appelle Danger Militaria. On abordera une question essentielle, mais souvent sous-estimée, qui est quels sont les risques potentiels liés aux collections Militaria et quels réflexes adopter quand on y est confronté. Donc, à travers plusieurs exemples de son expérience de terrain, c'est Christophe qui va nous aider à mieux comprendre ces risques, à dépasser certaines idées reçues aussi et à identifier des ressources et les acteurs qui peuvent accompagner les professionnels confrontés à ces situations. Christophe a donc, comme je l'ai dit un petit peu avant, commencé sa présentation suite à ce petit laïus. Malheureusement, voilà, donc petit problème technique, on n'a pas eu les 30 premières secondes. Tout simplement, il remettait vraiment en contexte le fait que les collections militaires sont multiples, sont diverses, qu'on va passer sur beaucoup de choses pendant toute la présentation, mais que voilà, c'est pas exhaustif. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on passe assez rapidement, tout simplement parce qu'il n'y a pas le temps de faire beaucoup plus en une heure. Surtout qu'une heure, c'est vraiment pour l'ensemble du live, de l'accueil des participants à la séance de questions qui dure environ un quart d'heure à la fin de la présentation. Donc, on va dire qu'on compte plutôt sur une présentation de 40 minutes ou 45 minutes dans ce cas-là. Et que voilà, ça ne permet pas d'aller en profondeur, mais bien plutôt de survoler et de mettre en garde sur les différentes problématiques, les différentes thématiques qu'on peut trouver quand on est confronté à des collections militaires. Puisque je fais cette petite vidéo d'introduction, avant de vous mettre le gros extrait où on est vraiment pendant le live et où Christophe fait sa présentation et puis ensuite les questions, je voulais juste faire un petit aparté et puis une petite rétrospective personnelle. Ce que moi, je retiens énormément de ce live, c'est que Christophe a vraiment mis en lumière différentes problématiques qui sont vraiment très, très précises et sur lesquelles, comme je l'ai dit juste avant, il a été un peu contraint de survoler à cause du format, mais sur lesquelles il a beaucoup de connaissances et en tout cas dans les discussions qu'on a pu avoir ensemble, c'est vraiment un puits de savoir
Donc n'hésitez pas, en tout cas, à le joindre par email ou sur LinkedIn également, vous pouvez le trouver. Il saura répondre à bien des questions et il saura vous dire aussi quand est-ce qu'il ne peut pas répondre à une question, tout simplement parce que ça ne fait pas partie de ses connaissances ou que c'est trop éloigné de son expérience professionnelle et personnelle. Voilà. Donc, pour ce petit extrait, ce long extrait qui va commencer, Christophe est en train de vraiment nous présenter qu'est-ce qu'une arme et de définir vraiment ce qu'est un objet qu'on appelle arme, qui est une des parties des collections militaria. Ce n'est pas l'ensemble. Comme je vous le disais avant, il y a beaucoup d'objets qui font partie de ces collections, notamment les uniformes, mais aussi bien d'autres objets qui sont utilisés par les militaires. Et ça, Christophe va nous présenter également. On commence par une définition des armes et un peu de contextualisation légale également. Mais n'ayez pas peur, c'est très, très digeste. Bon visionnage et puis merci de suivre ce replay. Militaires de tout pays et de toutes époques. Alors, je vous ai présenté un ensemble de photos là qui n'est pas du tout exhaustif, mais vous allez retrouver ce que vous attendez classiquement, c'est-à-dire des armes à feu, des armes blanches. Vous avez dans la partie supérieure centrale de l'image un fusil de dragon modèle 1777 modifié en neuf de la toute fin du 18e, début du 19e. Vous voyez, l'identification, ça peut être important, qui est une arme à feu. Vous avez dans la partie centrale légèrement à droite une arme blanche, un sabre de cavalerie. Et puis vous avez dans les autres parties d'autres objets qui ne sont pas forcément des armes. Alors on a une autre arme, une arme défensive plutôt, puisque vous avez un ensemble cuirasse et casque qui est un élément qui était porté par la cavalerie pour se protéger. Donc c'est aussi un armement défensif et non pas offensif, à l'inverse de l'arme à feu et de l'arme à blanche que j'ai présenté précédemment. Et puis vous pouvez avoir simplement des éléments d'uniforme, comme vous avez en bas à droite de votre écran, des éléments liés aussi à la symbolique, aux médailles, aux décorations, comme le cadre le présente, des éléments d'équipement. En haut à gauche, vous avez l'équipement d'un soldat français avec énormément d'objets, que ce soit des sacs, des outils, des ustensiles du quotidien, des éléments pour se protéger de différents risques, et puis du linge aussi personnel. Et vous pouvez avoir, c'est la photo en haut à droite, des véhicules. Là, en l'occurrence, un char Renault FT qui est un véhicule qui en plus est porteur d'armement. Voilà ce qui représente quelques exemples du military, mais encore une fois, ce n'est pas exhaustif. Moi, aujourd'hui, je vais surtout vous parler d'armement et je vais vous présenter quelques typologies qu'on peut croiser en musée pour commencer ce propos et définir un petit peu les choses. Encore une fois, la définition, elle est essentielle parce qu'elle sera primordiale pour bien entourer le cadre légal de ces objets. Alors, en musée, qu'est-ce qu'on croise? On peut croiser principalement, en armement en tout cas, des armes blanches. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une arme blanche? C'est une arme, je lis la définition, je suis désolé, c'est une arme tranchante, perforante ou brisante, dont la mise en œuvre, dont l'utilisation n'est due qu'à la force humaine ou à un mécanisme auquel elle a été transmise à l'exclusion d'un dispositif pyrotechnique, d'une explosion. Donc, vous allez retrouver les classiques qu'on retrouve dans quasiment tous les musées, c'est-à-dire des sabres, des épées, des baïonnettes, des armes blanches de petite taille qui sont assujetties souvent à des armes à feu, des couteaux, des poignards, là aussi, armes blanches de petite taille, lance, hallebarde, pique, saguet, flèche et hache. Voilà. Un ensemble, un panel d'armes blanches que vous pouvez croiser dans vos collections. Ensuite, la catégorie certainement la plus identifiée et la plus source de problématiques, les armes à feu. Donc, une arme à feu, c'est une arme qui tire un projectile, et ce projectile, il est expulsé par une déflagration qui est issue d'un dispositif pyrotechnique, souvent d'une charge de poudre. Et donc là, vous allez avoir les fusils et carabines, qui sont des armes d'épaule, qui nécessitent donc d'être épaulées, d'être mises sur l'épaule pour être utilisées. Les fusils semi-automatiques, pareil, armes d'épaule, mais qui ont une capacité de répétition dans le tir, qui se fait automatiquement ou semi-automatiquement par le biais de pièces internes. Enfin, je ne vais pas vous expliquer forcément dans le détail, ce n'est pas le sujet du discours aujourd'hui. Les pistolets et les revolvers, des armes de poing qui tiennent dans la main et dont on se sert de la main. On se sert simplement de la main, on ne l'épaule pas pour s'en servir. Donc, pistolet, revolver, les armes plus courtes. Des pistolets mitrailleurs, ce sont des armes d'épaule qui, elles, tirent des projectiles, des cartouches, des munitions de pistolets, les mitrailleuses, des armes collectives et plus lourdes, les lanceurs, des armes d'épaule, des projectiles explosifs. Voilà pour un panel d'armes à feu. Encore une fois, je ne suis pas exhaustif, il en manque certainement. On pourra en discuter si vous le voulez après.
Autre catégorie d'armes à feu, mais là de plus gros calibre, les pièces d'artillerie, c'est-à-dire des armes à feu de plus de 20 mm, enfin, qui tirent des projectiles de plus de 20 mm communément. On pourrait catégoriser les pièces d'artillerie comme ça de toute époque. Là, je vous ai présenté une photo de la Artillerie Halle du musée militaire de Vienne, qui présente des pièces d'artillerie en bronze jusqu'au milieu du 19e siècle, et que vous croisez très fréquemment aussi dans les collections tant publiques que privées. Et puis, munitions explosives, c'est-à-dire ce qui est propulsé, ce qui est lancé par ces armes à feu, que ce soit donc des projectiles d'armes à feu de petit calibre, des projectiles d'artillerie de plus gros calibre, et également les grenades et les mines, qui sont des contenants d'explosifs dans cette catégorie munitions explosives. Voilà, pour l'anecdote, là, la photo est issue du musée des services de déminage à Marly-le-Roi, dans les Yvelines, si je ne dis pas de bêtises. Alors, on a basculé, on a vu un petit peu quelques définitions d'armes, et donc on peut légitimement se poser la question, par exemple, pour ces deux objets, sont-ce des armes? Est-ce que ces objets sont des armes? Alors, si on commence par le bas à droite, vous devez certainement avoir déjà croisé ce genre d'objet. Ce sont ce qu'on appelle de l'art de tranchée, de l'artisanat de tranchée, du trench art, si vous utilisez un terme anglophone. C'est-à-dire que ce sont des douilles de projectiles d'artillerie, c'est-à-dire que la douille, c'est un élément, c'est un tube, un cylindre fermé de métal cuivreux, de laiton, qui contient la charge de propulsion qui va propulser l'obus qui, lui, a vocation à partir vers la cible. Et donc, dans le cadre de ce qu'on voit sur la photo, on a des douilles d'obus qui sont vides de poudre et qui ont servi de support à de l'artisanat, en fait, à du décor. Elles ont été gravées, ciselées, alors que ce soit par les militaires sur un temps de relative paix au combat, mais surtout en réalité par des ateliers qui s'organisaient et qui fabriquaient ça. Alors pendant la Première Guerre mondiale, ça a été très fréquent, et puis aussi après la Deuxième Guerre mondiale et avec d'autres conflits, où il y a des ateliers qui ont fabriqué ce genre de choses quasiment à la chaîne pour alimenter le tourisme de mémoire et les souvenirs de ce conflit. Et donc on est sur un élément issu de l'armement, puisque c'est une douille, c'est un contenant de la poudre qui a été vidé et qui sert aujourd'hui, qui devient un artefact de mémoire et qui sert aujourd'hui un support artistique et qu'on peut trouver dans, vous allez, chaque brocante le dimanche, vous allez en trouver sur le bord des trottoirs. Est-ce que c'est une arme? Eh bien, c'est là que le bas blesse, puisque le législateur aujourd'hui vous dit que ces douilles, quand bien même elles sont vides de poudre, elles restent dans la catégorie du vecteur qui les a projetés, c'est-à-dire du canon, de la pièce d'artillerie, et donc ça reste une arme. Et on est typiquement sur ce cas d'objets qu'on peut trouver très fréquemment un peu partout dans la vie du quotidien, qu'on peut trouver très facilement dans nos collections, qui, du premier aspect, ont un caractère complètement inoffensif parce qu'on se dit c'est un élément décoratif, mais qui sont à la base issus d'un processus issu du monde de l'industrie militaire, dont on a retiré les potentiels risques, mais dont on ne peut s'assurer aujourd'hui que 19% de ce qui est présenté soit sans risque, et surtout, dont le cadre législatif aujourd'hui est assez complexe, puisque quand bien même il y a énormément d'associations de collectionneurs, voire même de structures culturelles qui réclament, entre guillemets, un déclassement de ces objets-là, déclassement au sens légal, hein, pas au sens dans les collections, eh bien on a un petit flou juridique qui précise que ces objets sont encore aujourd'hui considérés comme des armes. Donc ça soulève plein de questions. Vous voyez qu'on sur un objet aussi simple que cet élément que vous pouvez peut-être avoir sur votre rebord de cheminée, chez vous, ou vous pouvez avoir pour remettre votre parapluie en entrant dans votre maison, on peut avoir des vraies questions sur la légalité de ces objets-là et sur le risque, puisque, pour en avoir parlé avec des services compétents, on peut avoir encore potentiellement des éléments qui sont chargés. Alors non pas de toute la poudre de propulsion, mais des tubes d'amorce, des amorces qui restent. Donc attention quand vous avez ce genre d'objet, il faut se poser les bonnes questions. Je ne suis pas en train de dire que ces douilles que vous voyez partout sont une source de danger essentielle, mais il faut prendre en compte ce potentiel risque. Il faut se poser des questions même sur ce genre d'objets qui semble-t-il, sont purement décoratifs. C'est toujours un tout petit peu plus compliqué que ça. Et puis vous avez sur la partie en haut à gauche un objet où vous allez peut-être me dire en le voyant, ça c'est sûr c'est une arme à feu, il n'y a pas de problème. On y retrouve la crosse d'un pistolet, on y retrouve le pontet et la queue de détente, hein, la partie qu'on appelle vulgairement la gâchette mais qui n'en est pas une, et puis on y retrouve même un percuteur, un chien au-dessus, donc c'est pas de doute, c'est une arme. La ratée, c'est un instrument scientifique, puisqu'en fait, c'est ce dont on se sert pour éprouver la puissance, la qualité d'une poudre. C'est ce qu'on peut appeler une éprouvette à poudre. C'est-à-dire qu'on va y introduire une poudre, mais pas de projectile. Donc, c'est
il y a un dispositif pyrotechnique, mais il n'y a pas de propulsion de projectile, c'est pas en tant que tel une arme à feu. Par contre, en fait, quand vous allez tirer, vous allez mettre la poudre, effectuer le tir via le système de mise à feu, le ressort en V que vous voyez va être poussé par les gaz de la poudre. Ça va cranter l'arc de cercle que vous voyez qui est gradué, ça va vous donner la puissance de la poudre. Ça permet de tester, de savoir si les poudres sont efficaces. Donc vous voyez, ça ne tire pas de projectile, c'est pas une arme pour autant. Ça peut contenir de la poudre et il y a un dispositif pyrotechnique. Donc ça peut être source de danger. Vous voyez, c'est pas parce que c'est une arme que ce n'est pas une arme que c'est pas dangereux, et c'est pas parce qu'on pense que ce n'est pas une arme que légalement c'est pas un peu problématique, voire aussi en termes de risque. Voilà, je suis désolé, j'espère que j'ai été clair sur ces deux objets-là. Et en autre objet encore, là vous le voyez, vous vous dites, pas de souci, c'est un objet militaire, c'est une arme. Et il y a des risques puisqu'on a des éléments de munitions, hein, on a des étuis qui sont présentés. En fait, qu'est-ce que c'est cet objet? C'est une menorah, c'est-à-dire que c'est un chandelier lié au culte de la religion juive, qui a été fabriqué par un soldat en 1945 quand il a libéré le camp de Bergen-Belsen pour que des jeunes enfants déportés puissent fêter Hanouka quelques mois plus tard. Donc c'est un objet qui à la base est constitué d'éléments qui vient de l'armement et qui a été transformé pour devenir un artefact de culte, là, et qui est aujourd'hui dans les collections de l'Imperial War Museum. On pourrait discuter de savoir si c'est une arme ou pas, puisqu'il y a des éléments de munitions qui sont vides de poudre, puisque ça sert de chandelier. Mais il y aurait plein de questions à se poser sur cet objet. Aujourd'hui, il n'est pas considéré comme une arme, hein, je vous rassure. Mais vous voyez qu'on peut croiser ces objets-là qui se détachent un petit peu du caractère classique qu'on a l'habitude de voir sur les armes. Donc, c'est essentiel de se poser la question de savoir si ce que vous avez en face de vous, c'est une arme. Qu'est-ce que c'est comme type d'arme? Pourquoi? Parce que ça va impacter le cadre légal. Et dans le cadre de la question sur les risques liés à ces collections-là, il y a bien sûr les risques corporels qui peuvent avoir des problématiques pour vous personnellement, mais il y a aussi toute la partie administrative qui est importante, puisqu'il y a aussi une responsabilité de chaque structure pour cette partie administrative. D'où l'intérêt de parler aujourd'hui un petit peu, très rapidement, et je vais le survoler, du cadre légal. Donc je vais vous évoquer un petit peu la situation légale aujourd'hui, le cadre spécifique aux structures culturelles, puisqu'il est différent du cadre des collectionneurs privés et des gens de droit privé classique. Et puis surtout, je vais vous rappeler quelque chose, c'est ce que je vous dis aujourd'hui. Alors déjà, je vais aller très vite, mais surtout ce que je vous dis aujourd'hui n'est valable qu'aujourd'hui, puisque le problème du droit, c'est que c'est une matière vivante et changeante et qu'il faut faire de la veille juridique. C'est pas forcément quelque chose dont on a l'habitude dans le monde des musées de faire cette veille juridique, mais elle est essentielle, puisque le cadre légal de ces collections-là, il évolue assez fréquemment. Il a beaucoup évolué ces dernières années. Il a encore évolué il y a quelques mois. Alors globalement, les armes sont régulées par un cadre légal qui est régi par le Code de la sécurité intérieure, avec des articles législatifs et des articles réglementaires, et différents décrets et arrêtés qui viennent compléter le Code de la sécurité intérieure. Il y a aussi des directives européennes qui ont été appliquées en droit français, particulièrement dans le cadre du Code de la sécurité intérieure. Je vous laisse rapidement les textes de loi, mais on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Globalement, en France, et j'insiste, là je sais que des fois dans le public il y a des étrangers, là je parle du cadre légal sur le territoire français et seulement sur le territoire français. Globalement, les armes sont régies en 4 catégories, de A à D, donc A, B, C, D, et globalement du plus dangereux, le A, au moins dangereux, le D. Ce cadre, en fait, les armes sont classées dans ces différentes catégories en fonction de plein de critères différents. La dangerosité intrinsèque de l'arme, sa capacité à tirer en répétition, sa capacité à avoir un chargeur, la capacité d'accueil de munitions de ce chargeur-là, la dimension de l'arme, la capacité qu'on puisse ou non la dissimuler facilement. Une arme dissimulable est forcément classée dans une classe plus haute qu'une arme qui est très difficilement dissimulable. La date de création du modèle entre en compte aussi, la quantité de munitions qui étaient fabriquées dans l'histoire rentrent aussi en compte. Donc, voilà, il y a plein de critères qui rentrent en compte, mais pour faire simple, et encore une fois, là, je survole et je vais très vite. Alors, s'il y a des spécialistes de ça, ils vont se lever les yeux au ciel, mais je vais le faire très simplement parce que c'est pas le sujet forcément essentiel de notre prise de parole aujourd'hui. Mais vous avez la catégorie A, qui est la catégorie des armes les plus dangereuses, qui regroupe les armes de guerre et matériel de guerre, qui, en principe,
je suis en principe, mais je vous expliquerai pourquoi, sont inaccessibles à l'acquisition et à la détention. Hein. Ces objets-là, c'est des armes de catégorie A. En tant que personne privée, vous ne pouvez pas en avoir. Pour la musée, on verra après que c'est un peu plus complexe. Donc, l'armement actuellement en service dans l'armée, dans son état d'origine, vous ne pouvez pas, en tant que personne privée, l'avoir. Ces objets-là sont en catégorie A. Il n'y a pas simplement des armes à feu dans les catégories A. Et chaque catégorie est divisée en sous-catégories, mais on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Ensuite, les armes de catégorie B, qui, c'est pas seulement ça, mais globalement, les armes de poing, hein, les pistolets, les revolvers, modernes, avec plein de guillemets, sont des armes de catégorie B, par exemple. Eh bien, pour pouvoir acquérir et détenir ces objets-là, il va falloir faire des demandes d'autorisation auprès de la préfecture et vous n'allez pas pouvoir, en tant que privé, en avoir autant que vous le souhaitez. Donc, il faut faire des demandes d'autorisation, avoir ces autorisations et puis remplir plein de critères différents. Et globalement, ces armes de catégorie B sont donc la deuxième catégorie la plus dangereuse, donc elle est assez limitative en termes d'acquisition et de détention. Et ensuite, vous avez les armes de catégorie C, qui vont nécessiter une déclaration en préfecture si vous voulez en acquérir et en détenir. C'est globalement ce qui est illustré à l'image, c'est-à-dire ce sont des armes qui sont un peu plus anciennes, qui sont à répétition manuelle. Enfin, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là parce qu'on pourrait passer une journée complète à définir tout ça. Mais il faut garder en tête qu'on a un cadre légal qui est plus strict pour les armes de catégorie A, B et C, et un cadre qui est beaucoup plus souple pour les armes de catégorie D, qui, elles, sont librement accessibles et détenables aux personnes majeures sur le territoire national français. Les armes de catégorie D, ce sont principalement des armes anciennes, alors avant 1900, avec quelques exceptions, il y a toujours des exceptions dans le cadre légal, des armes qui tirent, qui tirent avec de la poudre ancienne, ce qu'on appelle de la poudre noire. Donc c'est globalement des armes historiques, d'où l'image que vous avez avec une arme qui est du début du 19e, enfin de la fin du 18e, début du 19e siècle. Donc ces quatre catégories-là sont essentielles et il faut savoir, quand vous avez ces collections-là, à quelle catégorie font partie les armes que vous avez. Arme blanche, hein, catégorie D aussi. Hein. Ça reste une arme, donc c'est classé en termes de catégorie. Donc c'est important en fait de bien identifier ce que vous avez dans la collection pour savoir dans quelle catégorie elle se trouve et dans quelles démarches administratives doivent découler de ces différentes catégories. Qu'est-ce que vous avez le droit d'avoir, qu'est-ce que vous n'avez pas le droit d'avoir, quelles demandes il faut effectuer auprès des organes compétents pour pouvoir les détenir dans vos réserves et où les présenter. Encore une fois, j'ai fait à peu près 2 minutes et demie sur les catégories, c'est très court, mais vous avez compris un petit peu l'idée générale. Pour les structures culturelles, ce qui a souvent été fait jusqu'à maintenant, c'est lorsque les structures culturelles avaient des armes de catégorie A, B ou C, elles décidaient de les faire neutraliser, c'est-à-dire de les rendre inaptes au tir. Je ne l'ai pas précisé, aujourd'hui les armes neutralisées sont en catégorie C9, puis il y a une sous-catégorie de la catégorie C. Donc ça veut dire que si vous avez des armes neutralisées, il faut les déclarer à la préfecture. Il y a tout de même des démarches à faire, quand bien même elles sont inaptes au tir. Et donc souvent, ce qui était fait, c'était la neutralisation qui ne peut être faite officiellement et légalement sur le territoire français que par le banc d'épreuves de Saint-Étienne, qui est un organe spécifique, qui va venir donc, lorsque vous leur confiez une arme, la rendre inapte au tir par différentes méthodologies, avec des soudures des pièces mobiles, avec le percement de canons, et empêcher qu'on puisse se servir de l'arme. C'était le choix qui a été fait pendant longtemps pour les structures culturelles, pour être le plus sécurisé possible. Le problème, c'est que cette neutralisation, elle pose un paradoxe un peu déontologique. C'est que nous, en tant que professionnels de musée, on est tout de même censé conserver des objets dans leur état idéalement le plus proche de l'état d'origine. Et si vous voulez conserver une arme et la faire neutraliser, ça veut dire que vous allez lui retirer une partie de son patrimoine scientifique, parce que le mécanisme ne fonctionnera plus en fait. C'est un peu comme si je vous disais, pour faire un parallèle, vous collectionnez des voitures, vous êtes un musée qui présente des voitures, pour pouvoir les conserver légalement, vous allez devoir couper le moteur en deux et crever les pneus. Alors je grossis le trait, mais c'est l'idée. La neutralisation du point d'épreuve, elle est esthétique, hein, l'objet reste esthétiquement. Mais par contre, vous retirez tout le caractère technique de l'objet. Et donc, ce paradoxe un petit peu de dire, je dois conserver les objets dans le meilleur état, mais en même temps, si je les fais neutraliser, ils perdent une partie de leur caractère et de leur intérêt patrimonial. Ça a poussé le législateur à autoriser les structures culturelles à pouvoir conserver des armes de catégorie A, B ou C sans les neutraliser. Alors, ça ne veut pas dire sans rien faire. Mais il y a des directives européennes qui ont été suivies dans le droit français et qui ont permis
qui permettent en tout cas au musée de conserver des armes de catégorie A, B ou C. C'est ce que vous voyez dans le cadre légal que je vous présente un petit peu après. Je vous lis rapidement un extrait. Donc, peuvent être autorisés par le préfet après avis du ministère de la Défense lorsqu'il s'agit de matériel de guerre sous réserve pour les personnes physiques des dispositions de l'article patati patata. Donc, à détenir des matériels de guerre, armes et munitions et leurs éléments. Donc, les personnes qui les exposent dans les musées ouverts au public pour les matériels de guerre, armes et éléments, ainsi que les munitions de toute catégorie, les organismes d'intérêt général et ou à vocation culturelle, historique et scientifique qui contribuent à la conservation, à la connaissance ou à l'étude. Vous voyez, le cadre légal a évolué et c'est une évolution qui est tout de même assez récente au regard de l'historique du cadre légal sur les armes. Le cadre légal a évolué pour permettre au musée de conserver des armes de catégorie A, B ou C. Alors, ça veut dire par contre que si vous faites une demande en tant que structure culturelle de conserver des armes et ou des munitions d'armes de catégorie A, B ou C, il va falloir faire cette demande d'autorisation à la préfecture, il va falloir répondre à un certain nombre de critères, des critères en termes de sécurisation de vos espaces d'exposition, de réserve, d'accès, des critères aussi directement liés aux objets, c'est-à-dire que vous allez devoir retirer des pièces de sécurité si vous comptez présenter vos objets, et même si elles veulent rester en réserve, vous allez devoir agir sur ces objets-là. Ça veut dire aussi qu'il faut connaître ces objets-là, qu'il faut réussir à pouvoir les démonter et retirer ces pièces de sécurité, et ou alors de faire travailler des personnes qui savent le faire. Il va falloir aussi adapter vos réserves, votre accès aux réserves et vos matériels à l'intérieur des réserves avec des coffres-forts spécifiques qui permettent de contenir ces objets et ou les pièces de sécurité. Et il va falloir tenir un registre de police, une administration assez stricte, indiquant tous les armes que vous avez, dans quelle catégorie elles sont, et différentes autres éléments. Encore une fois, je vais un tout petit peu vite. Mais c'est possible aujourd'hui donc de conserver des armes de catégorie A, B ou C, en plus du D, dans vos collections. Alors, dans toutes ces démarches, en fait, il y a différents services de l'État qui sont présents pour vous accompagner. Le premier et votre partenaire principal sur ces questions, c'est la préfecture et typiquement le bureau armement de votre préfecture, qui doit être votre partenaire de choix. Et puis, il y a d'autres services, le service central des armes et explosifs qui dépend du ministère de l'Intérieur. Alors, les services de déminage, les différentes antennes du service de déminage, s'il y a des problématiques liées à des explosifs, ça on en parlera un petit peu plus tard. La direction générale de l'armement, qui, elle, dépend du ministère des Armées et qui peut être compétente en certains cas, en tout cas. Le SCAE et la DGA étant les deux organes qui partagent un petit peu ces problématiques-là. Et puis, par exemple, clairement, dans le monde musée, vous avez le département expert armement du musée de l'armée qui peut vous accompagner sur toutes ces questions si vous voulez conserver, ou si vous avez, et que vous n'êtes pas aujourd'hui en règle, conserver des armes de catégorie A, B ou C non neutralisées. Je reviens sur le slide que vous voyez, les éléments que vous voyez là, ce sont les poinçons du banc d'épreuve de Saint-Étienne, alors le poinçon ancien AN et puis le poinçon plus moderne EU, qui sont imposés par le banc d'épreuve sur toute arme neutralisée que vous pouvez donc conserver ensuite. Attention, si c'est neutralisé, c'est du C9, c'est déclarable, il faut le déclarer à la préfecture. Voilà pour le cadre pour les structures culturelles, très rapidement. Et donc, c'est ce que je vous présentais, ce que je vous expliquais un petit peu avant. Là, vous avez un extrait d'un râtelier qui est dans une réserve d'un musée sur le territoire français, où, par exemple, les armes dans ce râtelier ont été sécurisées. Les pièces de sécurité ont été retirées de chacune de ces armes. Ça veut dire, comme vous voyez sur la droite, qu'il a fallu démonter ces armes, retirer une pièce, pour faire simple, un percuteur, remonter les armes, les pièces ont été mises sur le râtelier, bien que la pièce de sécurité ait été retirée, sont sécurisées via un fil, via un câble métallique qui à la fois est ancré dans le mobilier et dans le mur, dans l'immobilier, donc derrière, et les pièces de sécurité qui ont été retirées sont conditionnées dans un coffre-fort, dans un autre espace de réserve, pour être certain que si jamais il y a une intrusion et un vol, par exemple, l'arme ne puisse pas être utilisable tout de suite, en fait. Il faut penser, si vous retirez des pièces de sécurité, à ne pas les stocker juste à côté dans un mini-grip marqué « c'est le percuteur de tel fusil qui est juste là ». Vous voyez, c'est du bon sens, mais ça peut être bien des fois de le rappeler. Donc, ce cadre-là, il permet ça, mais par contre, il implique pour les équipes sur le terrain d'avoir des vraies connaissances à la fois administratives, parce qu'il y a le cadre légal à suivre, mais aussi des connaissances techniques, parce qu'il faut, si vous voulez conserver des pièces en retirant des pièces de sécurité, il faut pouvoir réussir à démonter, ou alors faire appel à des gens qui savent faire. Le département expert armement, par exemple, le fait très bien. Alors,
Pour rester un petit peu sur le cadre réglementaire, il y a aussi d'autres objets qui ne sont pas forcément des armes ou qui ne semblent pas l'être, mais qui tombent sous le coup des réglementations. Et c'est l'exemple, alors l'image n'est pas contractuelle, mais vous avez l'idée, c'est l'exemple par exemple avec certains masques de protection qui sont classés en matériel de guerre parce qu'ils protègent contre des produits spécifiques. Donc c'est pas parce que vous avez des objets qui ne sont pas des armes qu'il n'y a pas tout de même un cadre légal à étudier. Et puis tous les armes qui sont des armes dissimulées, alors là j'ai pris quelque chose d'anecdotique sur la droite puisque j'ai pris une arme cachée dans un livre, mais toute arme dissimulée va forcément être surcatégorisée puisqu'elle présente un danger plus fort. Donc si vous avez des objets où vous dites ah bah, a priori, c'est une arme à feu qui date d'avant 1900, elle tire à poudre noire, il n'y a pas de souci. Si elle est dissimulée, posez-vous la question si elle n'est pas surclassée. En fait, il y a plein de questions à se poser sur ces collections-là. Voilà. Encore une fois, je le dis, j'ai été très rapide sur le cadre législatif. Je regarde juste ma montre. Il faut tout de même que j'accélère un petit peu. On va parler un petit peu des risques liés aux collections militaria. Alors là, je vous ai mis deux petites photos. La photo de la pièce à gauche, on en a déjà parlé. Vous voyez sur la droite, en fait, une intervention qu'on a fait dans un musée il y a quelques temps, où on a intervenu sur ce mobilier qui est un mobilier assez classique, mais qui là a été, selon nous, mal utilisé, puisque vous voyez que le camarade qui est en train d'intervenir sur les collections est obligé de monter, déjà sur un escabeau, c'est discutable, mais il est obligé de monter et de mettre sa tête dans le réseau électrique pour pouvoir saisir les objets. On a un mobilier qui est surexploité, il y a trop d'objets, on a des éléments contondants, des pointes de sabre et d'épée qui sortent de deux côtés, des armes qui sont mises dans les deux sens, des armes à feu qui sont trop grandes pour ce mobilier. Donc vous voyez, il y a du mobilier existant qui est parfois malheureusement mal utilisé et ça peut provoquer des situations assez dangereuses. Alors, quand on parle d'objets et d'armement, d'objets militaires et d'armement, on a des fois des problématiques qui sont aussi bêtes que des problématiques physiques. C'est-à-dire que quand vous êtes amené pour une exposition à transporter des pièces d'artillerie, des objets qui font plusieurs mètres de long, qui font plusieurs tonnes, il y a une problématique toute bête qui est simplement le poids. On a parfois tendance à évacuer ces problématiques physiques en focalisant simplement sur les problématiques du type risque explosion chimique, mais il y a aussi des problématiques de poids et donc il faut prendre en considération ces petites problématiques-là. Là, la pièce que vous voyez sur la droite, elle fait plusieurs tonnes de bronze. Vous imaginez bien qu'il y a des questions à se poser à ce moment-là. Et donc, le principal, c'est d'avoir le bon geste, c'est-à-dire typiquement pas les gestes que vous voyez sur les deux photos avec ce zigoto qui fait un peu n'importe quoi. Alors, pour vous donner un petit peu de contexte, la photo à gauche où je manipule une arme à feu. Alors l'arme à feu, pour le coup, j'avais fait les contrôles de sécurité au préalable. Et si on veut être pointilleux, je ne mets pas, par exemple, vous voyez que mon doigt est tendu, je ne mets pas mon doigt dans le pontet, près de la côte détente. Malgré tout, porter un objet à une main, c'est ridicule. Et se présenter comme ça, comme dans un western, c'est un peu ridicule. Alors, je ne me trouve pas d'excuses, je porte des gants tout de même, c'est pas visible. Alors, ce sont des gants d'ailleurs qui ne sont pas du tout des gants adaptés à ça, puisqu'en fait, pour vous donner une idée, cette photo, elle est prise à l'étranger, au Moyen-Orient, juste à côté de la réserve armement, dans laquelle les gestionnaires de ce musée avaient trouvé la bonne idée de conserver et les armes et les munitions qui allaient avec, et des armes chargées. Et que cette réserve armement, c'était en fait l'arrière-boutique du cafétéria du musée, donc de la cafétéria du musée. Voilà, c'était original. Mais bref, vous voyez que j'ai quasiment aucun EPI sur moi, à part des gants transparents, et que la posture, rien ne va. Et puis sur la droite, vous n'êtes pas obligé de vous asseoir nonchalamment sur un obus de 520. C'est pas forcément la meilleure idée que vous ayez. Alors cet obus est vide de toute poudre, et surtout, il n'a pas fini son processus de fabrication, donc il n'a jamais été chargé en poudre. Mais voilà, ce n'est pas forcément la meilleure idée. C'est bien de se moquer de soi-même pour dire ce qu'il ne faut pas faire. Donc avoir le bon geste, c'est quoi ? Eh bien, c'est partir du principe que toute arme peut être chargée, donc considérer toute arme comme chargée et considérer toute munition comme active. Je vous ai présenté là quelques petites photos de munitions. Alors, sur la gauche, vous avez les munitions de la réserve que j'évoquais juste avant, qui étaient plantées dans du polystyrène, ça nous a fait un peu rire. Et puis, vous avez de vues de munitions d'infanterie, de munitions d'armement individuel, avec une coupe didactique, la deuxième photo en partant de la droite, qui vous montre en fait ce à quoi ressemble un projectile d'un fusil en coupe. Donc vous avez en fait la poudre de propulsion qui est dans l'étui métallique qui est coupé là, la poudre, la balle, le projectile qui est ici, et puis une petite amorce. Alors, quand je dis considérer toute munition comme active, ça veut dire que c'est pas parce que vous n'avez plus de poudre ici que vous n'avez pas potentiellement encore une amorce qui peut contenir de la poudre ici et qui peut être source d'un certain danger. Et puis, quand on parle de poudre, on se fait toujours en tête l'image de cet élément-là, en forme de granulé, en fait, quelque chose d'un peu plus virulent, mais ce que vous voyez ici au centre, c'est de la poudre, c'est juste qu'elle est conditionnée, enfin qu'elle est
formés de manière différente, hein. Ce n'est pas des spaghettis, vous n'allez pas vous faire votre repas à la pause de midi, mais c'est effectivement de la poudre. Donc attention à ce que vous voyez sur les munitions. Une munition, par contre, neutralisée, c'est ce que vous voyez sur la droite, c'est-à-dire que c'est une munition qui a été vidée de sa poudre, qui a été percée d'un orifice ici, empêchant le rechargement potentiel, et dont l'amorce a été retirée, percutée et ou noyée via un dispositif qui permet de la rendre inactive. Donc attention avec la munition. Alors vous pouvez avoir des munitions actives dans vos collections, hein, et typiquement, ça c'est des photos qu'on a prises sur un chantier il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, où on est tombé sur une étagère avec des gibernes, des sacoches, qui contenaient des munitions. Alors, c'est des munitions anciennes à poudre noire, c'est des cartouches de chasse-peau, donc de fusil d'infanterie modèle 1866, qui contiennent de la poudre noire. Donc, vous avez donc cet élément que vous voyez ici, hein, qui est une cartouche ancienne. C'est rempli de poudre noire avec une amorce à l'intérieur. C'est un étui en papier. Il y a une balle en plomb, en fait, qui est retenue ici. Et vous pouvez très bien avoir ça dans vos collections, hein. La problématique, c'est que ces cartouches, elles sont fragiles. Et typiquement, à l'intérieur, ici, il y a une cartouche qui s'était brisée et qui répandait des éléments de poudre sur l'ensemble de cette étagère. Donc ça nécessite de suivre aussi les collections que vous avez et de voir l'état de conservation pour des problématiques de conservation pure et dure, mais aussi pour des problématiques de sécurité. Et typiquement, là, ça nécessite de nettoyer les espaces de réserve. Alors attention, quand je dis nettoyer, ça ne veut pas dire que si vous récoltez plein de poudre, vous la mettez à la poubelle normale, hein. Si vous appartenez à une collectivité, que vous avez un service de tri des déchets dangereux, vous pouvez dialoguer avec eux pour savoir ce qu'il doit être fait avec la poudre que vous pouvez récupérer. Alors, toujours considérer une arme comme chargée, ça veut dire faire des contrôles de sécurité sur vos objets. Alors, j'insiste sur le fait que ça ne sert à rien de les faire à chaque fois que vous manipulez vos objets, il faut les faire une bonne fois pour toutes, documenter ce qui a été fait pour éviter de créer des surmanipulations. Notre but tout de même, c'est de préserver ces objets, et donc les manipuler, c'est de les mettre en danger. Donc une fois que les contrôles de sécurité ont été faits et qu'on est certain qu'il n'y a plus de danger, en fait, il faut juste documenter les choses pour que l'information puisse passer aux personnes qui vous suivront. Et donc nous, ce qu'on est amené à faire sur différents chantiers des collections, c'est la vérification quand on n'est pas certain sur les armes à feu, la vérification de savoir si elles sont chargées ou pas. Alors pour les armes à chargement par la culasse, c'est-à-dire qui disposent d'un mécanisme qui permet de l'ouvrir et de regarder directement le lieu où on met le projectile, c'est simple, il suffit de manipuler, encore faut-il savoir comment manipuler, hein. Et si vous ne savez pas, ne le faites pas, hein. On en reparlera un petit peu, mais quand vous ne savez pas, vous ne faites pas. Et puis pour les armes qui se chargent par la bouche, c'est-à-dire par la partie où le projectile est censé sortir, puisque c'est le cas d'armes anciennes, qui se chargent par la bouche, là on n'a pas le choix, on est obligé de faire un contrôle visuel avec une caméra endoscopique, hein, c'est ce que vous voyez ici, avec la caméra qui est introduite dans le canon de ce fusil, et qui permet de voir l'intérieur de l'âme du fusil, et de voir s'il est chargé, c'est aussi ce que vous voyez sur la droite, où là, à l'inverse des photos précédentes, je porte les bons EPI, j'ai chaussures de sécurité, pantalon, blouse, gants. Alors j'ai un masque à cartouche qui n'est pas forcément pertinent pour ce qu'on manipule là, mais on était dans une réserve où il y avait d'autres problématiques, d'où la protection un petit peu plus poussée. Si vous intervenez et que vous faites ça sur vos collections ou que vous faites intervenir quelqu'un, il faut que vous ayez tout de même un document qui vous résume les actions qui ont été faites et qui vous précise, voilà, ces armes ont été vérifiées. Sinon, vous allez vous reposer la question à chaque fois. Et il vaut mieux éviter de manipuler ces objets plein de fois. Alors vous allez me dire, une arme qui est dans un musée, elle ne peut pas contenir de poudre. Voilà, je vous montre une photo issue d'un chantier des collections d'un grand musée parisien. Vous voyez que on a bien des chargements de poudre dans les armes à feu, donc méfiez-vous. C'est pas parce que ce sont des armes anciennes, c'est pas parce qu'on vous dit, voyons, non, c'est en réserve, c'est qu'elles ne sont pas chargées, que ce n'est pas le cas. Donc les contrôles de sécurité sont à faire une bonne fois pour toutes. Et donc, globalement, si vous ne savez pas ce que vous touchez, c'est valable pour les armes à feu, c'est valable pour différents objets de militaria. Si vous ne savez pas, il y a un dicton chez les démineurs, objet inconnu, touche à ton, je vous laisse finir la rime, hein, ça finit par U. Donc si vous ne savez pas, vous ne touchez pas. Et surtout, parce qu'on a des objets dans le militaria, des fois, qui peuvent paraître assez communs. Là, je vous ai mis 3 exemples de grenades de la Première Guerre mondiale. La grenade à gauche, en fait, son petit surnom, c'est une grenade tortue, hein, effectivement, ça peut ressembler à une carapace ou un élément métallique d'autres objets. Ça reste une grenade, en fait, et donc ça peut potentiellement contenir un explosif. La grenade au centre est une grenade française dont le surnom est grenade poire, c'est-à-dire que si vous retirez la goupille là, vous avez vraiment quelque chose qui ressemble à une poire. Donc ça peut être aussi, sans ces goupilles, un élément simplement technique que vous ne reconnaissez pas.
Ça peut vous poser quelques soucis. Et puis sur la droite, vous avez une grenade lacrymogène qui s'appelle grenade Bertrand, qui contient en fait une fiole avec un gaz lacrymogène à l'intérieur et qui était utilisé pendant la Première Guerre mondiale. Et là aussi, la première fois que vous la voyez, est-ce que c'est une grenade? Est-ce que ça ressemble à l'image que tout le monde se fait d'une grenade, vous savez, quadrillée, fragmentée? Pas forcément, donc objet inconnu, on ne touche pas. Vous avez aussi d'autres objets qui peuvent être connus, mais qui peuvent contenir des risques qui sont un peu oubliés. Et je pense particulièrement aux masques à gaz. Je vous ai expliqué que certains masques dépendaient d'un cadre légal spécifique, mais il y a aussi d'autres dangers sur certains masques. Puis typiquement, il y a plein de masques à gaz qui contiennent des éléments avec de l'amiante, avec des papiers amiantés. Je vous ai mis sur la gauche un masque à gaz français. Au centre, un petit conditionnement pour justement filtre amianté d'un masque à gaz anglais. Et à droite, une note de l'Imperial War Museum qui précise qu'effectivement, beaucoup de masques à gaz contiennent de l'amiante. Alors, si vous dites ça à un collectionneur, ou le dimanche matin sur une brocante où vous voyez un masque à gaz et on vous ouvrir au nez, vous dire c'est ridicule. Voilà. Bon, non. Il y a des risques aussi sur ces objets-là, qui ne sont pas des armes, mais qui peuvent comporter des risques sérieux. Et puis, vous pouvez tomber des fois dans des réserves qui, des fois, ne sont pas toutes idéales. Alors là, ce n'est pas une photo issue d'une réserve, mais vous pouvez tomber sur des objets qui ne ressemblent en rien à un objet militaire. Là, vous avez une sorte de planche de bois avec un élément, une charnière, c'est l'élément central que vous voyez là. Vous dites, bon, bah, c'est un élément technique, pas de problème. Spoiler, c'est une mine anti-char. Vous voyez, ça peut ressembler à toute autre chose que les conceptions qu'on a, et qui sont d'ailleurs souvent issues du monde du cinéma et des séries, et qui sont souvent fausses. Donc, méfiance avec les objets inconnus. Autre type de risque et d'objet que vous voyez, c'est disques luminescents, que vous voyez ici, qui étaient portés en fait sur les casques des parachutistes américains pendant la Seconde Guerre mondiale, avaient pour but de pouvoir voir nos camarades militaires dans la nuit. Et donc, pour être luminescent pendant la nuit, vous avez des éléments radioactifs, vous avez du sulfure de zinc, et c'est des objets qu'on trouve assez facilement en collection Deuxième Guerre. Ces objets qui sont d'ailleurs très prisés et qui sont encore en vente. Là, je vous ai mis le texte, c'est extrait en fait d'un site de vente américain très connu, où dans les mêmes phrases, on vous explique que ça contient du radium, du sulfure de zinc, mais bon, vous inquiétez pas, le sulfure de zinc, il est consommé depuis longtemps, que la demi-vie du radium, c'est 1600 ans, on peut en discuter, c'est un peu plus compliqué que ça, mais qu'il n'y a pas de souci. Mais par contre, c'est encore dingue, ça marche encore super bien et ça fonctionne en pleine nuit, même sans mettre une lampe UV dessus. Bon, vous doutez que ça fonctionne encore, voilà. Il y a des vraies problématiques. Et si ces objets, quand ils étaient dans leur... en plus, sans préciser qu'il y a une précise sommet qui marquait Poison Inside, il y avait un indice. Et donc ces objets, quand ils ont été conçus, en fait, je ne dis pas que ces objets, ils émettent aujourd'hui et que vous allez être irradié dès que vous entrez dans la pièce, c'est pas ce que je vous dis. Mais ce sont des objets, moi je ne suis pas une personne compétente en radioactivité, je n'ai pas fait de contrôle sur ces objets-là, mais ce sont des objets qui peuvent aussi être en mauvais état, malheureusement, dans nos réserves, et qui, là, vont être une vraie problématique. Parce que pour marcher, ça veut dire déjà il y a une émission de radioactivité pour qu'il fonctionne, et de deux, s'ils sont en mauvais état, là, on va avoir potentiellement des particules que vous allez pouvoir ingérer, et c'est là que le problème commence très sérieusement. Donc ces objets-là, méfiants, c'est des petits objets anodins, c'est des petits disques de cette taille-là, sur lesquels il faut faire absolument attention. J'ai pris un exemple, ça vient d'une salle des ventes, c'est une vente assez récente, vous voyez que c'est assez prisé, ça c'est tout de même vendu 230 €, que la désignation elle est assez modeste par le vendeur, il précise tout de même qu'il est marqué qu'il y a du poison dedans, mais pas plus d'infos. Et donc ça peut se retrouver chez un collectionneur, ça peut se retrouver dans un musée, et ça peut tout à fait se conserver sans problème, à condition de bien identifier ce que c'est et de se prémunir des différents risques et de le gérer comme un potentiel objet source de radioactivité. Il y a d'autres problématiques aussi liées à la radioactivité. Ça, c'est une petite photo personnelle d'un missile anti-char que j'ai eu la chance de croiser lors d'une mission. Alors, c'est un missile anti-char Milan qui est encore utilisé et qui date des années 70-80. Là, vous voyez que la partie ogive est bleue, donc c'est un missile inerte, sans explosif, qui servait à l'entraînement. Sauf que là, vous avez un très beau T. Et le T, ça veut dire thorium. Et le thorium, c'est radioactif. Et c'était utilisé pour les tirs nocturnes, en fait, pour pouvoir avoir une visibilité du tir pendant la nuit. Ça pose quelques soucis. Alors, vous êtes moins sensible d'en croiser en collection, mais vous pouvez tout de même en trouver dans certains musées. Et ça pose des vraies problématiques, à tel point qu'il y a des problématiques de santé publique aujourd'hui. Alors, ça concerne bien sûr plus les champs de tir qui ont été utilisés, mais là, je vous ai mis, par exemple, une question qui a été posée à la Commission européenne sur des taux alarmants
de thorium dans des espaces qui étaient utilisés par les armées otaniennes auparavant. Vous voyez, c'est aussi des problématiques que vous pouvez croiser, des risques que vous pouvez croiser. On oublie parfois le risque radioactif parce qu'il est invisible. J'ai d'autres collègues qui pourraient vous en parler mieux que moi, mais il peut aussi être présent dans les collections de Militaria. Et puis, autre objet, Sarah avait partagé récemment un post avec une problématique assez proche. Ce que vous pouvez retrouver sur les plages et ce que quelques promeneurs récupèrent, ce sont des éléments d'obus, et vous pouvez parfois en avoir dans vos collections, typiquement d'obus qui étaient à but incendiaire ou à but d'éclairage et qui contiennent du phosphore blanc. Alors le phosphore blanc, contrairement à ce que son nom l'indique, il devient rouge, et ce phosphore blanc qui est rouge, c'est magnifique, c'est très beau. Quand c'est immergé, c'est inoffensif. Vous vous baladez sur la plage, vous voyez ça, vous le ramassez. C'est une sorte de troll de cailloux rouge. C'est vraiment très beau, hein. Et puis, en séchant, en fait, il s'enflamme au contact de l'air. En séchant, il produit une fumée toxique et vous avez des problématiques comme celle qu'a eu ce promeneur sur les plages de Normandie. Il a ramassé ce très beau caillou rouge, l'a mis dans sa poche et puis sa poche a commencé à brûler. Et bien sûr, ça a continué à brûler sur sa peau. Donc, vous voyez, il y a plein de problématiques que vous pouvez croiser dans votre quotidien et que vous pouvez aussi en fait, avoir dans vos collections, soit parce que vous avez une collection ancienne, soit parce que vous avez des dons qui sont entrés sans vraiment être identifiés. Donc, il y a un travail essentiel à faire sur la documentation et la connaissance de vos collections. Connaître et documenter ces collections, c'est essentiel. Quand vous faites une neutralisée UNIN, par exemple, le banc d'épreuves de Saint-Étienne vous fournit un certificat de neutralisation. Il faut le garder, il faut le mettre avec le dossier d'œuvre et ça vous coûte rien de vous en faire une copie, une photocopie, de le mettre avec l'arme pour éviter justement que quand vous avez une intervention, vous vous dites c'est neutralisé, je ne sais pas. Voilà. Voilà, il faut maintenir ces documentations. Et puis, si jamais vous êtes amené, comme c'est le cas sur l'article de droite, d'avoir une intervention des démineurs sur des potentiels risques d'obus et que les démineurs vous disent pas de problème, qui produisent un rapport, il faut garder ce genre d'informations au dossier d'œuvre pour que vous n'ayez plus de doute, parce que vous n'êtes qu'un temps court sur ces collections. Et l'information que vous avez, si vous ne la transmettez pas, si elle n'est pas documentée, le problème se reposera quand vous passerez la main à quelqu'un d'autre. Ça peut paraître un petit peu idiot ce que je dis, mais il y a des problématiques tous les semaines. Je pourrais faire des coupures de presse je pourrais sortir des coupures de presse tous les semaines sur des accidents qui arrivent. Alors le plus flagrant, c'est celui que vous voyez à gauche, hein. Il découpe un obus à la tronçonneuse de métaux et il explose. On n'était pas dans le cas de quelqu'un qui fait des bêtises, on était dans le cas d'un contexte professionnel, puisque c'était une usine de tri de métaux et quelqu'un qui était amené, dont le travail était de découper des bouts de métaux toute la journée et qui s'est retrouvé sans qu'on lui dise face à des obus qui étaient chargés en explosifs. Monsieur ne se porte pas très bien, vous vous en doutez. Donc il y a plein d'exemples comme ça. Et vous allez me dire, oui, mais ça c'est des exemples du quotidien, ça ne nous concerne pas nous dans les musées. Je l'ai constaté, on peut tous le constater, on a des fois des dons, des gens qui viennent déposer à la porte du musée quand le musée est fermé des objets parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas dans la légalité ou que c'est dangereux. Et donc vous pouvez retrouver à gérer ces objets-là. Donc il est important d'être conscient de tous les risques, les dangers, des bons gestes à avoir sur l'ensemble de ces collections. Voilà, pour finir sur une note un peu plus légère, le dicton des mineurs, c'est objet inconnu, touche à tombe. Vous avez compris, il y a des gens qui prennent ça au sens strict, puisque vous pouvez aussi voir dans les coupures de presse fréquemment des gens qui ont un rapport un peu trop proche avec des obus. Et pour l'anecdote, ça amène parfois à des évacuations d'hôpitaux, puisque, alors souvent c'est des vieux monsieur qui font ça, hein, c'est un peu étrange, mais voilà. Voilà, j'ai été très rapide, enfin très rapide, j'ai été plus long que prévu, mais j'ai malgré tout été très rapide, j'ai balayé des choses et il y a certainement plein de choses que j'aurais pu vous dire, mais c'était mon temps imparti. Si vous voulez qu'on en discute, je suis tout oui. Merci Christophe pour ta présentation, c'était très très intéressant. Bon, comme tu l'as dit, tu as survolé beaucoup de points. Je pense que, enfin voilà, tu pourrais en parler pendant des jours, te connaissant, sur pas mal de sujets qui touchent justement à toutes ces problématiques de conservation des objets et des collections militaires. On a quelques questions dans le chat. Pour ceux qui n'ont pas vu, vous pouvez tout à fait poser vos questions voilà, dans la petite bulle en bas à droite. Vous avez la petite icône du chat et puis posez vos questions. On répondra à un maximum de questions dans le temps imparti. Il nous reste 7 minutes top chrono. On peut un peu déborder, mais pas trop non plus. Et du coup, il y a Lauriane Boudou qui te demande sur quelle catégorie d'art un restaurateur peut-il intervenir?
C'est une très bonne question. En fait, vous allez certainement être amené à intervenir sur les catégories A, B ou C en fonction des demandes. Ça va dépendre bien sûr de ce que vous demandent. Je ne vous cache pas que je ne suis pas restaurateur, que je n'ai jamais été amené à, à faire appel à un restaurateur sur des armes de catégorie A, B ou C. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est essentiel que vous posiez la question de savoir la catégorie de l'arme que votre client va vous proposer en fait. Je pense que il y a Joanne Berlaymont qui est du musée de la Grande Guerre de Meaux qui était dans le public, qui s'était inscrite en tout cas, qui répondrait certainement plus facilement à cette question-là. Parce que moi en fait je suis jamais dans la position du commanditaire. Donc je vais pas, moi, je préfère ne pas vous répondre sur ces questions-là. Je suis désolé, ça commence mal avec la première question, mais plutôt que de vous dire une bêtise, je préfère vous dire que je ne sais pas officiellement si vous avez le droit, vous, en tant que restaurateur, d'intervenir sur une arme de catégorie A. J'imagine que oui. Dans quel cadre? Quels sont les documents? Je ne sais pas. Désolé. Ok, bah, c'est comme ça, hein. Vaut mieux dire qu'on ne sait pas plutôt que de dire une bêtise. Oui, je suis désolé, hein, c'est gentil de me dire merci, mais je suis désolé parce que je vous ai répondu à Bah, côté de votre question, mais plutôt que de vous dire quelque chose de faux, je préfère être honnête avec vous. j'imagine que ça dépend pas uniquement de la catégorie, mais tu vois, si elle est neutralisée, ça peut aussi jouer. Si on sait par Oui, tout exemple à qu'elle est fait. neutralisée, il y a presque plus de danger techniquement si on la porte chez le restaurateur dans son Si atelier. elle est neutralisée, elle reste en catégorie C9, mais effectivement, il y a pas de danger. Mm. Euh, c'est sûr. Je pense qu'effectivement, il faut discuter avec votre commanditaire. Il faut vous assurer que vous avez le droit de le faire et que vous êtes couvert pour manipuler ces objets-là. Là, je parle effectivement d'objets de catégorie A ou C dont on est certain enfin, dont les pièces de sécurité ont été retirées, dont on est certain qu'elles ne sont pas chargées. Il faut vous assurer que ces contrôles-là ont été faits avant. Après, sur la capacité d'un restaurateur à pouvoir intervenir là-dessus, moi, n'étant pas restaurateur et n'étant pas commanditaire, je ne peux pas vous répondre. J'ai vu glisser dans le chat, ça doit être une question. Il faut certainement se poser la question de l'assurance, c'est très juste. Il Mm. faut confirmer avec votre assurance que vous pouvez le faire. Est-ce que les assurances sont prêtes à couvrir ce genre de choses-là? Je ne sais pas. Franchement, je ne peux pas vous répondre. Est-ce que ça veut dire qu'en catégorie C9, ça, il y Mhm. aurait aussi, Ça donc il n'y a pas reste de... une, ça reste une arme de catégorie C. Je pense que ça pose pas de souci fondamentalement, mais je ne peux pas vous assurer que vous ayez totalement le droit Ok, d'intervenir dessus. Je pense que oui, hein, je pense que oui, sincèrement. ouais. Mais là, il faudrait demander à quelqu'un qui a l'habitude de faire appel à des restaurateurs, ce qui n'est pas mon cas. Ok, très bien, merci. Alors, il y a Julia Bila Mhm. qui se pose la question, quelles sont les prescriptions et les autorisations à obtenir pour la poudre noire, en sachant qu'elle est en Suisse, en termes de stockage et utilisation? Alors là, si on est sur du droit suisse, je ne sais pas si c'est dans tes compétences ou Ouais, pas. non, 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 mais alors là, sur le droit suisse, je suis désolé, je suis incompétent. En droit français, en fait, il y a des quantités réglementées de stockage de poudre noire et Mhm. d'adaptation des espaces pour stocker de la poudre noire. Mais en droit suisse, je suis incapable de vous le dire. Ok, Désolé, d'autant deuxième plus question. que- Super Christophe, hein. Parfait cette Ouais, ouais, ouais. Non, mais par contre, en Suisse, on a quand même cette problématique du. Ah, maintenant, parce que c'est plus de la poudre noire maintenant dans les armements, comme il y a encore le service militaire, il y a encore des armes qui sont en circulation chez beaucoup, beaucoup de Alors, vous avez personnes. un rapport à l'armement qui est très différent de la France, effectivement. Alors, tu dis il n'y a plus de poudre noire. Le tir sportif à poudre noire se fait encore hein, en France et en Suisse. Donc, ça peut encore être possible. Mais oui, la Suisse a un rapport à l'arme qui est différent de Mm, celui que nous avons en France. Ah, je ne sais plus s'ils repartent avec des munitions ou pas après le service militaire, il me semble. Mais en tout cas, tu as quand même ton arme, mais je ne sais Mm. plus pour les munitions. On a ensuite Arnaud Bruniquel qui pose la question, quels sont les équipements d'un laboratoire ou réserve dédiée aux munitions, portes et fenêtres blindées, par Mhm. balles, etc. Les équipements dépendent-ils des catégories d'armes? Oui, oui. Alors, parois blindées, à ma connaissance, aucun musée n'est doté de ce genre de choses-là. Par contre, vous pouvez, en fait, si vous stockez des munitions et si vous stockez des armes,
vous devez avoir en fait des armoires fortes spécifiques qui doivent être ancrées dans le sol et ou, si elles ne sont pas ancrées dans le sol, avoir un poids minimum de 350 kg à vide, c'est-à-dire quand je peux pas, si je m'introduis dans votre réserve, partir avec le coffre-fort sous le bras. Effectivement, les armes de catégorie D, par exemple, et ou les armes de catégorie C9, donc les armes neutralisées, vous pouvez vous dire, je ne vais pas les mettre à l'armoire forte, je ne vais pas mettre leur munitions à l'armoire forte. Si, je vous conseille sincèrement de le faire, on ne sait jamais. Je vous conseille aussi de retirer les pièces de sécurité, même des armes de catégorie D, hein, ça ne vous coûtera rien, et de les stocker dans une autre armoire forte. Et effectivement, en fait, tout ce que vous pouvez rajouter comme barrière, comme contrainte à l'accès direct à ces armes, c'est assez important en fait. Donc ça veut dire un système de sécurisation, d'accès à vos réserves, le fait que tout le monde ne peut pas rentrer dans votre réserve en fait, spécifiquement votre réserve si elle contient des armes à feu. Je sais que c'est bien de faire visiter des réserves, que c'est à la mode, que c'est vachement bien, mais c'est peut-être pas la meilleure des idées si vous conservez des armes. Donc il y a pour les réserves en fait effectivement différents moyens de créer différentes barrières pour empêcher l'usage direct si jamais quelqu'un s'introduit dans vos réserves. Ok, merci. On a également Pierre Merle qui posait la question, dans le cadre d'objets provenant d'une usine de fabrication, une partie d'une munition comme un cylindre est-elle considérée comme une munition à part entière? Alors, qu'est-ce que vous appelez un cylindre? J'imagine que c'est la douille, hein. Mais je ne sais pas, Pierre, si tu Alors, veux préciser. tout élément ou partie d'une arme est associé à son arme, en fait, est souvent classé dans sa catégorie d'arme. En fait, je vais répondre indirectement. Même les épaves, c'est-à-dire les objets de fouille, restent dans leur catégorie de base et peuvent nécessiter des neutralisations. Alors, c'est un peu plus compliqué dans la réalité, hein. Il y a eu des cas où des épaves, on a accepté que l'épave ne soit pas neutralisée. Mais c'est pas parce qu'une arme est en mauvais état. Je pense à nos amis archéologues qui sont confrontés souvent à ces problématiques-là, que je connais pas à titre personnel. Mais c'est pas parce qu'une arme est en mauvais état qu'elle, de un, elle n'est pas dangereuse et que, de un, elle ne tombe pas sous le coup de la loi, en fait. Donc, les éléments d'armes sont souvent dans leur catégorie. Donc, il faudrait voir spécifiquement l'objet dont elle parle pour savoir si effectivement il répond à une catégorisation spécifique, s'il est considéré comme élément de munition ou pas. L'exemple que j'ai donné avec l'obus que j'ai montré, l'obus de 520 AT, là, qui est un obus non fini, qui était en chaîne de production, qui n'a pas été fini, hein, il y a des signes clairs qui le montrent. Pour autant, ça reste un obus en catégorie, hein, il n'y a pas de doute, hein, là-dessus. Ok, donc le degré de, on va dire, de finition de l'armement n'a aucun impact sur son changement de catégorie. C'est vraiment le produit fini, qui soit présent en partie ou intégralement, appartient Si à vous, une catégorie dédiée. si vous avez le canon de votre fusil sans la crosse, ça reste un fusil. Ok, Ça reste une arme dans sa catégorie, en fait. C'est pas parce qu'il manque un élément qui n'est pas dans cette catégorie-là. ok, Même très si après pas le législateur, mais on pourrait discuter un petit peu de comment ça serait pris en compte, hein, mais attention. Et une arme neutralisée via une neutralisation artisanale, c'est-à-dire une neutralisation qui n'a pas été faite par le banc d'épreuve de Saint-Étienne, elle est considérée comme non neutralisée. Quand bien. bien Ouais. même vous coupez en deux votre fusil, en fait, oui, vous pouvez plus vous en servir. C'est pas une neutralisation qui a été faite par le banc d'épreuve de Saint-Étienne, donc c'est pas une neutralisation légale. On a le cas de plein de musées qui ont des neutralisations artisanales puisqu'ils ont récupéré les collections par le biais d'anciens collectionneurs qui neutralisaient eux-mêmes. C'est pas valable légalement. En fait, ça veut dire que ces objets-là, quand bien même vous avez une bille qui a été fondue dans le canon et que vous ne pouvez plus introduire une cartouche, il faut la renvoyer tout de même à Saint-Étienne si vous voulez la faire neutraliser. Sinon, elle reste dans sa catégorie d'origine. Ok, très bien. Super. Bah, écoute, on a traité l'ensemble des questions qui ont été posées et je pense qu'on va en rester là étant donné qu'on est dans les temps. Je te Je voulais remercie. juste finir une petite chose. Tout ce que je Certainement. vous ai dit, je vous l'ai dit, je suis désolé, je te coupe. Je vous l'ai dit rapidement et très succinctement. Il faut garder en tête que tout ce que je vous ai dit et l'intervention que je peux faire ne remplace en rien l'intervention d'un professionnel des services de déminage sur l'explosif ou d'un professionnel des forces de l'ordre. Je ne suis pas là pour me substituer à ces gens-là, hein. Je voulais juste qu'on discute un petit peu des potentiels risques et des potentiels bons gestes. Mais si vous avez des questions, il vaut mieux se poser les questions que d'intervenir directement sur les objets. Tout à fait. Sachant que ces lives restent quand même des lives d'une heure, on ne traite absolument pas les sujets de Non. manière exhaustive. On est là pour faire de l'information
pas de la formation. C'est vraiment à titre indicatif, le but étant de se poser les bonnes questions pour pouvoir ensuite faire appel aux bonnes personnes. C'est vraiment la sensibilisation. C'est ça. Et de toute façon, sur la partie formation, malheureusement, aujourd'hui, alors, il existe des formations, hein, les experts armement du musée de l'Armée font des formations souvent à la demande des différentes DRAC sur le territoire. Il y a eu des formations qui ont été faites dans différents musées. Je pense par exemple au musée de Meaux en 2017 qui a fait une formation sur le cadre légal et les manipulations. Alors, ça dure plus qu'1 heure, hein, vous vous en doutez. Mais la formation en tant que telle, dans les parcours universitaires, à l'INP, à l'École du Louvre, ça n'existe pas. Il y a une spécialité patrimoine militaire à l'École du Louvre, mais on n'aborde pas en fait ces problématiques-là. Donc, c'est un vrai déficit qu'on constate sur la formation des professionnels sur ce problème-là. Et moi, je ne fais pas de formation. Hein. Je partage des infos, mais je ne fais pas de formation. Très bien. Merci voilà. Christophe pour ce petit mot de la fin, ce petit disclaimer qui permet de remettre aussi des pendules à l'heure. Donc voilà, de l'information, le but étant de se poser les bonnes questions, d'avoir accès à des infos, à des cas pratiques, à des cas réels, de savoir aussi à qui poser des questions. J'imagine, merci Hugo, c'était génial. Toujours dans la discrétion. Donc voilà, je vous remercie tous pour votre participation. C'était extrêmement intéressant. Merci pour les questions, merci pour les petites présentations de chacun également au début dans le chat. On se rejoint le mois prochain, pareil, premier lundi du mois, à midi pétante pour une nouvelle problématique. Cette fois-ci, on abordera, si je ne me trompe pas, tout ce qui est radioactif, justement. Donc, c'était cool que tu en parles. Ça faisait une belle introduction avec Marc Hamrich. Donc, voilà, de mémoire, c'est bien le mois prochain. Ce sera extrêmement intéressant pour ceux qui veulent nous rejoindre. Un peu plus de risques, de dangers et de solutions pour les traiter correctement et puis ne pas se mettre en danger. Merci à tous. Merci encore Christophe et à très bientôt.